On reparle, hélas, de la question du voile, de son interdiction potentielle, en l'occurrence au sein des compétitions sportives. La question a été posée fin février par une proposition de loi déposée au Sénat par la majorité Les Républicains. Question qui rebondit en ce moment même avec le gouvernement qui s'en mêle. Gérald Darmanin nous a dit, si le gouvernement n'a pas une position claire sur le voile dans le sport, je démissionne du gouvernement. Donc c'est vous dire si la question a pris un tour absolument dramatique. François Bayrou a dû convoquer les ministres concernés pour faire cesser la cacophonie et les appeler à la solidarité. La position officielle du gouvernement, elle a été énoncée à l'Assemblée nationale par Aurore Berger. Il n'y a qu'une seule ligne au sein du gouvernement, c'est celle portée par le Premier ministre, et cette ligne, elle est très claire. Évidemment, la lutte déterminée contre toute forme d'entrisme islamiste. C'est le moment où il faut resituer quelques faits. Déjà, cette fameuse question de l'entrisme. La seule ressource que j'ai trouvée, c'est cette carte blanche que le Nouvel Obs a donnée à Seguir Lazri, sociologue du sport, rattaché à un laboratoire de l'EHESS, et qui justement nous parle du port du voile et de l'entrisme dans le sport. Ce que dit ce papier, c'est que si certaines femmes qui portent le voile évoluent dans un environnement qui pourrait être propice à la radicalisation, alors le fait qu'elles viennent pratiquer un sport et qu'elles puissent dans ce sport continuer de porter leur voile, ce qui est sans doute une condition même de leur pratique, alors le fait même qu'elles viennent pratiquer un sport est au contraire un vecteur d'intégration et d'émancipation. La proposition du gouvernement, la revendication de la droite, de l'extrême droite, du printemps républicain, aurait, si on suit les travaux sociologiques qui sont cités par ce chercheur, aurait littéralement l'effet inverse de l'effet recherché, donc sacré but contre son camp quand même. L'une des rares sources qui semble pointer vers l'existence d'une radicalisation dans le sport et d'un communautarisme et d'un entrisme dans le sport, c'est le fameux papier rédigé par Julien Audoul et Caroline Yadan. Il était dénué d'expertise sociologique, il n'a donné la parole à aucun sociologue, sinon un ancien policier, bon alors par ailleurs il est peut-être bon sociologue, mais bon, sinon un ancien policier, sinon une sociologue qui fait partie du projet Périclès, donc le projet de Pierre-Édouard Stérin, c'est-à-dire un projet d'influence d'extrême droite, tout simplement, et puis le journaliste Daniel Riolo. Bon, on voit que là la tribune en question, au contraire, nous donne du grain à moudre et montre que, à contrario, la sociologie du sport est évidemment beaucoup plus nuancé sur cette question. Mais surtout, on a un autre rapport qui est un rapport intéressant, regardez, puisque c'est le rapport de l'IHEMI, l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Tiens donc, rapport qui date de 2022, qui a été établi directement par l'administration de Bruno Retailleau. Il n'était pas à l'époque ministre de l'Intérieur, mais c'est un rapport officiel. Terrain de radicalisation ou de prévention, exploration des radicalisations dans le sport associatif. Les données collectées en entretien échouent à montrer un phénomène structurel, ni même significatif, de radicalisation ou de communautarisme dans le sport. Les radicalisés sont significativement moins sportifs que la population générale. Les associations sportives sont très faiblement touchées et moins que d'autres types de structures par le communautarisme. On est dans la phase de synthèse et on a cette phrase qui est évidemment très importante. Le sport structuré est déjà investi de multiples enjeux qui le rendent relativement incompatible avec une dérive radicale collective ou un entrisme dissimulé. Première conclusion, il n'y a pas de phénomène de radicalisation ni même de communautarisme significatif dans le sport. Deuxième conclusion, le sport amateur n'est pas un terrain d'entrisme, quel que soit ce que ce terme signifie. Au terme de cette exploration, on voit bien combien est-ce que le gouvernement joue sur des fantasmes, prend prétexte d'un problème imaginaire que serait celui de l'entrisme dans le sport pour créer une panique morale, alors même que quand on va voir du côté des sources rigoureuses, des sources indiscutables, que ce soit d'un côté la recherche, de l'autre les services du gouvernement lui-même, on se rend compte que le problème est bien moins prégnant que cela, voire que le problème n'existe pas tout court. Une fois qu'on a posé cela et qu'on a vu combien est-ce que
ce problème qui est aujourd'hui présenté comme par le gouvernement comme vraiment le problème du moment. Enfin, vous vous rendez compte, Gérald Darmanin a menacé de démissionner. Une fois qu'on a débusqué, débunké, déconstruit l'importance de cette question, on peut revenir à ce que disait Aurore Bergé. Cette ligne, elle est très claire. C'est le soutien à la proposition de loi amendée qui a été portée au Sénat. Il n'y a aucun signe religieux ostentatoire qui doit pouvoir être porté dans les compétitions sportives. Pas d'entrisme islamisme, pas d'intégrisme religieux, pas de signes religieux ostentatoires dans les compétitions sportives. C'est le soutien du gouvernement à la proposition de loi dont vous pourrez débattre. Pas de signes religieux ostentatoires dans les compétitions sportives, c'est la position du gouvernement, elle est très claire. Il y a plein de problèmes dans cette phrase. La phrase repose sur un mot qui est un mot évidemment capital et qui est un mot qui n'existe pas dans le droit français en matière de signes religieux, qui est le mot ostentatoire. Au moment où, en 2004, le législateur a cherché à interdire les signes religieux à l'école, la question s'était posée d'interdire les signes ostentatoires. Qu'est-ce que ça veut dire ostentatoire? C'est qui est porté pour être vu, dans la volonté de l'afficher. Si ce concept il peut avoir un sens dans la vie, il ne peut absolument pas fonder une législation. Parce que comment savoir si le signe que tu le portes pour le montrer, pour qu'il soit vu, ou si tu le portes simplement pour toi, pour des raisons qui te sont propres et personnelles? C'est impossible à déterminer. Ce mot ostentatoire n'a pas été retenu en 2004 dans la loi. Le mot qui a été retenu à la place dans la loi qui a interdit les signes religieux à l'école, c'est le mot ostensible, au vu et au su de tous. Ostensible, c'est qui peut être vu. Ostentatoire, c'est qui est porté pour être vu. Aurore Bergé, ici, quand elle reprend dans sa bouche le mot ostentatoire, faisant mine de croire que c'est un mot qui a un sens dans la législation française, déjà elle se trompe. Elle ne fait qu'étalage de son ignorance. Deuxième élément, je vous rappelle tout de même que, au terme de la loi de 1905, consacrant la séparation des églises et de l'État, l'État français ne reconnaît ni ne soutient aucun culte. Je vous rappelle par ailleurs que, au terme de l'article 1er de notre Constitution, les hommes et les femmes en France naissent libres et égaux en droit sans distinction de religion. La combinaison de ces deux textes entraîne la conclusion inexorable suivante: il est anticonstitutionnel et illégal en France de rédiger une loi qui ciblerait une religion en particulier. Tu ne peux pas aujourd'hui faire une loi pour interdire le voile où que ce soit. Tu ne peux pas faire une loi pour interdire le voile à l'école, tu ne peux pas faire une loi pour interdire le voile intégral dans la rue, et tu ne peux certainement pas faire une loi pour interdire le voile dans les compétitions sportives. Tout ce que tu peux faire, c'est interdire l'ensemble des signes ostensibles de religion. Et alors là, on a quand même un problème. Aurore Bergé est en train de nous dire que la ligne officielle du gouvernement, c'est d'interdire les signes ostentatoire, dit-elle, de religion, mais en réalité ostensible parce qu'on ne peut pas faire la distinction. Donc ça veut dire que d'après Aurore Bergé, on va interdire aux sportifs et aux sportives de porter une croix. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, et on va y revenir dans un instant, c'est exactement ce qui s'est passé déjà en réalité. Lors des derniers Jeux Olympiques, l'État français avait décidé d'imposer la neutralité aux sportifs et sportives membres de l'équipe olympique. Les femmes qui souhaitaient porter le voile au sein de l'équipe olympique n'ont pas pu le faire. Par contre, personne n'a rien dit sur les nombreux athlètes qui affichaient un pendentif avec une croix bien visible pendant la compétition. Donc on voit bien ici, évidemment, combien est-ce que derrière la mise en avant d'une prétendue neutralité, en réalité, ce qui les dérange, c'est toujours la même chose, c'est le voile, c'est toujours la même chose, c'est l'islam. Et spécifiquement, ce sont les femmes musulmanes, et on va voir ça tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose de spécifique. Dernier élément de commentaire, Aurore Bergé, les membres du gouvernement présentent comme tout à fait naturel de considérer que la neutralité va de soi sur un terrain de sport. Et c'est là où il faut quand même rappeler ce que ça veut dire la laïcité en France. Je vous rappelle que la loi de 1905 a consacré la neutralité de l'État en matière religieuse. Ce que cela veut dire, c'est que la neutralité religieuse s'impose aux agents de l'État. Cette neutralité religieuse, elle ne s'impose ni aux personnes privées, ni dans l'espace public. Si tu es un usager du service public, ou tout simplement si tu te balades dans un espace public, tu es tout à fait en droit de laisser voir ton appartenance religieuse. C'est garanti, consacré par la liberté de conscience, qui est elle-même édictée par la loi de 1905. La loi de 1905, la laïcité, c'est la neutralité religieuse de l'État et de ses agents, et pas des citoyennes, des citoyens ou des usagers des services publics. Donc, en l'occurrence, quand on commence à dire que maintenant,
ce sont les sportifs et les sportives qui vont se voir imposer une stricte neutralité religieuse, on est là dans une modification radicale de notre tradition de laïcité. Comment se fait-il dans ce cas que, au moment des JO, la neutralité religieuse se soit imposée aux sportifs et sportives membres de l'équipe olympique? Eh bien, il y a une jurisprudence que l'on peut considérer comme tout à fait discutable, mais jurisprudence néanmoins du Conseil d'État, qui établit que les membres de l'équipe de France d'un sport quel qu'il soit représentent leur pays et sont donc considérés comme des agents de l'État ou comme assimilés à des agents de l'État. À ce titre, s'imposait à eux la neutralité religieuse. C'est l'état actuel du droit. Je remarque que lors des derniers Jeux Olympiques, cette neutralité religieuse qui s'imposait aux sportifs et aux sportives ne s'est pas imposée de la même manière. Et encore une fois, les femmes qui voulaient porter le voile n'ont pas pu le faire. Les sportifs et les sportives qui se sont signés sur les terrains de sport, qui portaient une croix bien visible, ont pu le faire sans que ça ne pose de problème à personne. Pourtant, au regard de la neutralité religieuse, ces deux faits sont à mettre exactement sur le même plan. Par ailleurs, le Conseil d'État a consacré le droit pour une fédération d'imposer la neutralité religieuse aux praticiens de son sport lors des compétitions. Et c'est ainsi que la Fédération française de football a consacré dans son règlement intérieur l'obligation pour les femmes qui participent à une compétition officielle de la FFF de ne pas porter le voile. Si une fédération veut dire que la tenue doit respecter une stricte neutralité religieuse, la fédération a le droit de le faire. Pour les compétitions sportives seulement. Mais là, on est dans quelque chose de différent. Là, avec la proposition de loi qui a été adoptée au Sénat et qui a le soutien du gouvernement, on n'est plus seulement dans l'idée de laisser les fédérations décider si elles veulent ou non imposer une neutralité religieuse à leurs pratiquants et leurs pratiquantes. On est dans le fait que l'État imposerait globalement à tous les sportifs et tous les sportifs dans une compétition officielle la neutralité religieuse. Ce serait une rupture majeure de la tradition française de la laïcité. Et donc on en est réduit à ce moment absolument ubuesque où ceux-là même qui prétendent défendre la laïcité et qui n'ont que ce mot à la bouche et qui ne cessent de nous renvoyer au visage l'idéal de 1905, en réalité, ce sont eux qui veulent faire évoluer, mais très profondément, la tradition française établie depuis 1905. Voilà où on en est aujourd'hui. Pour prendre la mesure d'à quel point est-ce que tout cela est éminemment problématique, je vous propose d'écouter Jordan Bardella. Moi, je pense que le port du voile devrait être interdit, notamment dans les bâtiments publics. Je pense que la loi de 2004, elle devrait s'étendre non seulement à l'université, mais aussi aux mairies, aux écoles, plus largement aux accompagnatrices scolaires. Ça avait été évoqué il y a quelques semaines. Je pense que c'est un objectif à terme. C'est la fameuse fenêtre d'Overton. Hein. Tout le problème, évidemment, c'est qu'à partir du moment où revendiquer l'interdiction du port du voile dans des compétitions sportives devient la position mainstream, celle du gouvernement, l'extrême droite peut se permettre d'aller un cran plus loin. Et là, vous voyez que Jordan Bardella revendique l'interdiction du voile dans, à terme, tout l'espace public, y compris les rues. Évidemment, si ça va de pair avec un programme politique qui vise à museler le Conseil constitutionnel, à le vider de sa substance, comme voulait faire Pierre Gentillet, là tout d'un coup ça devient possible, bien sûr, hein, ce sera la condition sine qua non, puisque tu ne peux pas cibler un signe religieux plutôt qu'un autre. Mais vous voyez comment est-ce que la fenêtre d'Overton est désormais grande ouverte, alors que le gouvernement réclame l'interdiction du voile dans les compétitions. Jordan Bardella nous explique désormais qu'il va falloir interdire le voile tout court. Et donc là, vous voyez la violence absolue de la proposition de Jordan Bardella, qui consiste à dire, écoutez, il faut choisir, si vous voulez aller faire renouveler vos papiers en mairie, il faudra enlever votre voile. Et donc, la brutalité de la proposition assumée ici par Jordan Bardella, c'est que si on tire le fil, c'est l'obligation imposée par l'État aux femmes musulmanes de se dévoiler. Si on tire le fil de Jordan Bardella, c'est pas simplement les bâtiments publics, c'est aussi les hôpitaux publics. Et donc, si tu veux te faire soigner dans les hôpitaux français, il faut y retirer ton voile. Donc là, on voit bien la brutalité absolue, on voit bien la volonté qu'il y a derrière, qui est celle de contraindre les femmes musulmanes progressivement à enlever leur voile. Dernier élément, voilà ce que la propagande française relayait en Algérie. N'êtes-vous donc pas jolie ? Dévoilez-vous. En pleine période coloniale, pour inciter les femmes musulmanes, les Algériennes, à retirer leur voile. Là, vous voyez combien est-ce que cette question du voile, cette question du corps des femmes, cette question de rendre visible leur
visage, leurs cheveux. Vous voyez combien est-ce que c'est en réalité une obsession ancienne, une obsession coloniale française pour contraindre les maghrébines, les algériennes, à montrer leur corps. Et là, on voit que derrière, ce qu'il y a, c'est bien la résurgence d'obsessions coloniales. Ce contrôle sur le corps des femmes, et particulièrement sur le corps des femmes maghrébines, musulmanes, spécifiquement algériennes, mais pas seulement évidemment. Vous voyez bien que ça ne date pas d'hier et que ça n'avait absolument rien à voir avec une quelconque lutte contre l'islamisme. En réalité, derrière, on retrouve tous les fantasmes coloniaux sur le corps des femmes maghrébines. Cette question du voile, vous voyez combien est-ce que derrière, il y a aussi plus généralement un relent néocolonial insupportable, une volonté de toujours contrôler le corps des femmes arabes, le corps des femmes anciennement colonisées. Combien est-ce que derrière il y a ce fantasme sexuel colonial, des femmes inaccessibles, des femmes cachées derrière un voile et dont on rêve de savoir ce qu'il y a. Vous voyez combien est-ce qu'il y a toutes ces représentations qui continuent d'exister encore aujourd'hui. Si je suis le premier à dire qu'il faut lutter pour le droit des femmes de se vêtir comme elles le désirent, et bien évidemment de lutter pour le droit des femmes de ne pas porter le voile dans les pays où elles y sont contraintes, l'Iran, l'Afghanistan. On voit là, au gré de ces archives, combien est-ce que ce débat en France revêt une connotation toute particulière. Ce qui est engagé, c'est des relents coloniaux insupportables qui nous ramènent vraiment aux heures sombres de la République française. Je voulais simplement proposer ce prolongement pour vous montrer combien est-ce que cette obsession qui est celle d'Aurore Berger, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, obsession telle qu'elle a failli faire imploser le gouvernement lui-même, pour vous montrer combien est-ce que cette obsession a en réalité peu à voir avec ce qu'ils disent, la lutte contre un prétendu communautarisme, une prétendue radicalisation, un prétendu entrisme. On n'est pas foutu de trouver le début du commencement d'un article universitaire, le début du commencement d'une enquête journalistique sérieuse qui accréditerait ces idées. Mais combien est-ce que derrière, en réalité, il y a bien sûr la volonté de mobiliser les affects racistes des Françaises et des Français contre un groupe en particulier, celui des musulmans et des musulmanes, et combien est-ce que, au-delà des affects racistes, il y a même derrière un ressuscité de fantasmes coloniaux qui devrait, je crois, quand même, nous interroger sur l'état de notre débat public en ce moment, ici même, en France.